Alors, pour commencer, j'ai besoin que tu me donnes ton nom, prénom et date et lieu de naissance. Alors Zachary Sébastien, mon nom de famille c'est Zachary, prénom Sébastien, et lieu de naissance c'est Sartrouville et date 28 juillet 1974. Pour les statistiques, le métier de tes parents. Ma mère elle était comptable et mon père formateur. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Comment est-ce que tu as entendu parler des arts martiaux pour la première fois? Quand tu étais enfant peut-être? Télé, manga? 16 ans, j'ai commencé par le karaté. Tu savais ce que c'était que les arts martiaux avant ça? Non, parce que moi j'étais passionné de foot et je faisais que du foot. Chez ma grand-mère que du foot. Donc ma culture, elle était très foot. D'ailleurs, j'étais assez bon, j'étais gardien de but et on a gagné le championnat. Donc j'étais même, il voulait que j'aille dans l'équipe numéro je sais pas combien du PSG en tant que gardien de but. Mais mon père il m'a dit, tu crois pas qu'on va aller à Saint-Germain-en-Laye à chaque fois? Donc je suis resté. D'accord, donc surtout du foot. Ouais. Et au niveau culture populaire, tu avais déjà entendu parler de la boxe, du karaté, du judo? Ah, ça s'est fait à peu près en même temps. Je me suis intéressé aux spiritualités. À l'époque, c'était Deshimaryu. En parallèle, j'ai voulu apprendre à me défendre. Parce que petit, j'étais assez bagarreur quand même. À l'école, j'aimais pas l'injustice. Ma mère m'a retiré du foot parce que quand je suis rentré au collège, elle pensait que j'allais pas travailler. Donc, elle m'a coupé du sport et ça m'a manqué. Elle m'a remis, je me suis remis au tennis. Donc, j'ai fait 2 ans de tennis, mais c'était pas, il me fallait plus. J'ai cherché un art martial. Alors il y avait la boxe aussi, il y avait le judo, parce que ma grand-mère m'avait offert un livre et je m'entraînais avec mon frère. Il était plus petit mais il en avait marre, donc c'était un livre de Roland Berset-de-Verre avec toutes les prises, donc je testais toutes les prises comme ça. C'était un livre sur quoi, le karaté, le jiu-jitsu? Judo, mais il y avait... Et finalement le karaté ça me plaisait parce que j'aimais bien les coups de pied, les coups de poing. Puis il y avait quand même l'aspect traditionnel parce que la boxe, mes parents voulaient pas que j'en fasse et puis voilà, donc c'était le karaté et ça m'a plu tout de suite. Et puis en parallèle j'avais ma recherche de spiritualité sur la méditation zen et tout ça. Donc, le karaté, c'était quel club? Alors c'était à Houille, c'était style Shotokan et c'était un club qui existe toujours. Enfin, moi je donne les cours de Kung Fu et de Tai Chi juste à côté. Et mon prof s'appelait Patrick Muselet. Je crois que j'ai perdu un peu le contact avec lui. Patrick Muselet? Muselet. Muselet. Et non, je l'aimais bien, il était tout petit, mais il était dynamique. Et tu m'as dit que c'était quoi le nom du club? Le Gant d'Or. Le Gant d'Or? Ouais. Ils faisaient aussi de la boxe du coup? Ouais, ils font de l'escrime, de la boxe, championne de France. Et est-ce que tu sais qui était son propre professeur? Alors je sais que comme j'étais assez bon au combat, parce que moi c'était le combat, en technique j'étais pas très bon, parce qu'au bout d'un an je suis arrivé 2e Yvelines et 3e Île-de-France. Donc après il m'a dit, tu viens avec moi, on va aller s'entraîner. Je crois que c'était le club du Chesnay. J'ai essayé de retrouver un peu pour voir quel... Parce que des fois on allait des cours, mais je me demande si c'est Lavorato, la lignée, ou si c'est... ou au Chesnay, si c'est un autre. Enfin... Du coup, il t'emmenait chez son propre professeur? Ouais, je sais qu'il s'entraînait là-bas, parce qu'il trouvait que pour le combat, il y avait de meilleurs... je m'entraînais avec Alexis Moncoeur, mettons, qui avait remplacé mon prof après à Houille, et on s'entraînait en combat. Normalement, je devais remplacer mon prof, mais après j'ai une maladie, une grave maladie, j'ai pas pu marcher. Donc... C'était comment les entraînements par rapport à de nos jours? C'était différent? Au karaté? Ouais. Mais déjà à l'époque, mettons la méditation, c'était pas connu. Hein. Personne pratiquait du zen, moi ça m'intéressait, mais aucun club. Je sais que Funakoshi, je crois, on a fait, mais en Ile-de-France, je connaissais aucun prof. Même mon prof, même en replay, il me regardait avec des grands yeux. Et martial, l'aspect martial me plaisait. Et mon prof était assez ouvert. Je sais que des fois, on faisait des cours avec le club de boxe anglaise aussi. Et là, je me suis aperçu quand je me suis pris, malgré mes résultats, je me suis pris une tannée en combat, là j'ai dit il y a un problème, quoi. Parce qu'il y avait 2 choses que j'ai découvert plus tard avec mon prof Guji dans les arts martiaux chinois qui lui avait fait beaucoup de combats. C'est que j'avais pas appris à taper fort, le plus fort possible et à être tapé très fort. Malgré 7 ans. Ce qui est la base de la boxe anglaise. Ce qui est la base, à mon avis, de tout art martial. Ouais. Et du coup, pour en revenir aux entraînements en eux-mêmes, tu avais quoi dans un cours classique de karaté? Des katas, du kihon, du kumite? Ouais, j'avais des assouplissements, il y avait des... Alors, je me rappelle plus très bien des termes, c'est quand on avance, on recule avec des techniques. Ouais, kihon. Voilà, des techniques fondamentales en ligne. Il y avait aussi beaucoup de travail à 2. Ouais. Parade, blocage, pied, mawashi geri, gyoko geri. Donc pour apprendre vraiment les bases, t'es allé jusqu'à quelle ceinture en karaté? Alors il avait du mal parce que comme j'avais des très bons résultats, mais les katas, j'avais du mal à... Je crois qu'il m'a donné ma ceinture marron. Plutôt pour le combat? Ouais, c'était pour le combat parce que je sais même pas si je connaissais ces 3 katas, donc normalement c'était même pas... Ouais, ok, bon, c'est déjà pas mal. Ok, est-ce que déjà à l'époque tu lisais des bouquins du coup sur le karaté? Alors, moi j'ai toujours été un gros lecteur, enfin j'adorais découvrir... C'est pour ça que j'aimais bien en replay. Toute l'histoire des arts martiaux, parce qu'ils présentaient des maîtres asiatiques, des maîtres japonais, des noms un peu... Et puis
on vit un peu, enfin moi j'aimais bien la spiritualité, donc je cherchais des noms un peu mystiques, comme il y avait celui qui était appelé le chat en karaté. Gogen Yamaguchi. Gogen Yamaguchi. Ouais. Moi j'adorais, j'avais un poster de lui, je sais qu'il partait dans la montagne, qu'il s'était rasé les sourcils. Il était un peu ascète, ouais. Moi j'avais une recherche comme ça, je faisais beaucoup de zen. Donc tu lisais déjà un peu de bouquins qui parlaient de ce genre de choses, de mysticisme, de zen, de pratique ascète. J'étais un peu dans les deux, dans le combat et dans la partie... Tu te souviens de quelques bouquins que tu as eu à l'époque? Deshimaru, mais ça c'est plus pour le zen. Sinon en karaté, après plus tard c'était les livres d'Henri Play et Roland Humbert Setzer. Ouais. Et tu lisais pas encore sur les autres arts martiaux, tai chi, tout ça, tu lisais pas encore? Je connaissais pas du tout. Ok. Si je lisais les livres de Morihei Ueshiba. Ok, d'accord. Parce que c'était un mystique aussi. Moi, ouais. Il était versé dans une branche du zen un peu vénère. Hein. Ouais, mais ça j'ai découvert après. Moi, je connaissais pas trop. J'ai fait quelques stages d'aïkido parce que mon frère pratiquait beaucoup l'aïkido. D'accord. Toujours en région parisienne aussi? Ouais, dans la ville d'à côté. D'accord. Du coup, j'ai fait quelques stages. Ça t'a plu l'aïkido à l'époque? Parce que c'est très différent. J'aimais bien le principe. Par contre, ça manquait de contact. Ah ouais, pour moi, c'était déjà le karaté manquait un peu de contact par rapport au full contact. Mais le principe d'évitement, je trouvais ça très intéressant. Et plus tard, mettons maintenant au niveau technique, ça m'a apporté. Ça m'a apporté beaucoup. Est-ce que tes débuts, ça a été influencé par des éléments de la culture populaire? Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, ouais, Bruce Lee, ça m'a grave... Moi, je crois que je suis arrivé plus tard que Bruce Lee. Mon prof, il m'a parlé beaucoup de Bruce Lee, même s'il était à Shanghai, mais Bruce Lee, c'est vraiment une des références. Enfin, dans tous ceux que j'ai interviewés, Bruce Lee, il apparaît tout le temps. Et moi, non, moi, c'était plutôt les dessins animés. Moi, j'adorais Alba. Donc les dessins animés plutôt japonais? Ouais, japonais. Ok. Ouais, et au niveau culture martiale, les films de Jackie Chan, tout ça? Ouais, j'aimais bien. Ouais. Le maître chinois? Moi, j'étais plutôt Jackie Chan. En fait, Bruce Lee, quand j'ai découvert, j'ai bien aimé, mais je trouve qu'il n'était pas assez mystique pour moi. Il était très brutal, mais moi, j'avais besoin des deux. C'est pour ça que quand j'ai découvert des personnages comme Sun Lutang, du style Chen, moi, j'adorais ça, ou Yang Lu-chen, parce qu'ils associaient les deux. Instructeur des gardes du corps de l'empereur, et en même temps quelqu'un qui est versé dans une pratique interne liée au taoïsme un peu d'ailleurs. Ouais. Alors j'ai été en karaté j'étais sélectionné pour les entraînements avec Tramontini en sélection en France. Donc, je sais qu'il y avait d'autres noms, mais je m'en rappelle pas des noms c'était les champions du monde de il devait y avoir Christophe Pina, ce genre de choses. Ouais, il y avait Pina, mais lui était plutôt dans le sud. Thierry Massy, je crois. Thierry Massy, voilà. Exactement. Thierry Massy, et j'ai fait 2 entraînements, mais en plus j'étais ceinture orange. Donc ils me voyaient avec ma ceinture orange, même eux, ils ne comprenaient pas comment j'étais arrivé deuxième. Mais parce que j'aimais bien, je m'entraînais dans le jardin, je m'entraînais. Voilà. Donc compétition en karaté, après en kung-fu? Après j'ai eu une maladie inflammatoire, donc j'ai pas pu marcher, j'ai coupé tout. T'as pratiqué combien de temps le karaté avant d'être malade? 6 ans. J'ai pratiqué 6 ans. J'ai même une lettre de mon prof comme quoi je l'ai remplacé en coup. Donc normalement j'aurais dû être son successeur. Et du coup, tu as eu cette maladie inflammatoire? Ouais, la spondyarthrite. Spondyarthrite. Donc ça m'a bloqué tout le... Sauf que les médecins, ils pensaient que c'était biologique, que c'était lié à parce que j'étais jeune encore, j'avais 18, 20. Lié à la croissance ou un truc comme ça? Lié à la croissance. Donc ils ont mis 2 ou 3 ans avant de m'autoriser à faire une IRM. En fait, c'est quand j'ai pas pu marcher. Là, ils ont dit, ah ouais, là, il y a un problème. Donc, à l'époque, on passait pas une IRM comme ça. Ouais. Donc, c'était compliqué. Donc, voilà, j'ai passé l'IRM et là, ils m'ont dit, bah là, c'est... Puis, il n'y avait pas beaucoup de traitement. Donc, c'était très compliqué après. Et du coup, tu es resté immobilisé longtemps? 1 an quand même. Ouais. 1 an au lit avec 6 diantalgiques par jour. Ouais, du coup, t'en as profité pour bouquiner là. Ouais, j'en ai profité pour, je sais pas, c'était spécial. C'était une période un peu spéciale. Et après, mais j'ai repris la fac, parce que ça m'a coupé des études et j'ai voulu Malgré tout, je travaillais, centre de loisirs, je me forçais un peu, je me forçais à marcher, j'avais très mal, mais je faisais. Et puis, je voulais pas tout couper, donc j'avais même continué le karaté, mais mon niveau, il régressait. Les autres comprenaient pas trop. Donc, mais bon, après, j'ai coupé et je suis revenu parce que ma tante, elle était à Paris, vers le Bon Marché. Elle m'a dit, tu devrais aller voir parce qu'à mon avis, il y a un professeur que je connais et tu devrais l'aimer. Et c'était qui? C'était qui est devenu mon maître, Guji. D'accord. Donc c'est un prof dans un style, dans un art martial chinois. Tu n'avais encore jamais pratiqué les arts martiaux chinois? Non.
J'avais jamais pratiqué. Et t'en avais entendu parler au moins? En replay, n'en parlait pas beaucoup. En replay, c'était un peu ta référence. Ma référence. Tu lisais Karaté Bushido ou des Ouais, je lisais. Ouais. J'étais abonné, oui, pour le karaté. Alors j'adorais quand des fois il racontait. Bon, après, mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de mystification aussi. Après, savoir le vrai du faux, je m'en suis aperçu dans toutes mes rencontres. C'est le plus fort. Après, des fois, c'est voilà. Ouais, tu t'es aperçu qu'en replay, il racontait un peu sa life dans les chroniques. Ouais. Après, c'est. Ouais, il faisait, comme m'a dit un prof, il faisait sa tambouille avec la vie des maîtres japonais. Après, c'est très difficile de comparer parce que pour moi, c'est deux époques différentes. Les maîtres chinois et les maîtres japonais. Roland Habers, pour moi, les trois qui ont diffusé les arts martiaux chinois. Enfin, quand j'ai commencé mes recherches, je suis parti vraiment de la montagne Sainte-Geneviève. Parce que pour moi, les arts martiaux ont commencé presque par lui, indirectement. Il y avait Wang Nam, enfin pour la partie chinoise. Et je sais qu'il avait fait venir comme Kazé, enfin moi j'aimais bien Kazé, les maîtres, il a fait venir, il avait investi beaucoup de temps. Je sais que son fils Pascal Play faisait les arts martiaux chinois. Ouais, il faisait du taiji, Georges Charles m'en a bien parlé parce que... Et Juster? Ouais. Non, Georges Charles. Ah, Georges Charles, pardon, j'ai entendu Jean-Charles. Parce que Georges Charles, parce que mais il avait commencé, c'était un élève de Henri Play aussi, en karaté, et puis après il était parti aux États-Unis, puis après il était revenu avec l'apprentissage des arts martiaux chinois. Il a donné des cours à la montagne aussi. D'accord. D'arts martiaux chinois. Et donc pour en revenir à ton parcours, quand tu t'es arrêté de pratiquer, tu avais quand même dans l'esprit de reprendre, tu avais envie de reprendre. Ça t'a pas bloqué Non, j'avais ça. Mais c'était un peu un hasard parce que moi, il fallait que je reprenne avec quelqu'un qui avait un haut niveau martial. J'aurais pas pu. Et là, j'ai eu le choc. Le gars, Donc on parle de Maître Gucci. Maître Gucci. Alors tu l'écris XI, c'est ça? Non, c'est G-U. Ouais. G-U-J-I. Ah, J-I, ok, d'accord. J-I. Et donc lui était spécialiste des arts martiaux chinois et plutôt de quelle branche? Alors lui, il a un parcours un peu extraordinaire, mais parce qu'il fait partie des maîtres en fait qui ne parlent pas de lui. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas connus, comme Joseph Lee aussi, qui est dans le 13e, que j'ai découvert après. Mais il y en a pas mal, hein, même à Paris, ou même à Aix-en-Provence, il y en a un, pareil, qui est Maître Zhang, qui est coréen, bon, qui est un peu connu, mais il est très discret aussi. Mais même Wang Nam a fait des stages de Qigong avec lui. Enfin, parle bien distinctement. Ouais. Non, mais des fois, je sais pas ce que après. Ouais, je couperai si jamais tu as besoin. Voilà. Et donc, quand tu l'as rencontré, tu as vu qu'il avait un haut niveau, mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus, sa technique? Moi, c'est qu'il j'avais vu Tramontini qui était explosif, tout ça, mais lui, c'était une puissance de combat, et en même temps, il y avait un interne que j'avais jamais vu, quoi. C'est que tu pouvais taper dessus, il bougeait pas, et puis tout d'un coup, bam, il produisait. Enfin, c'était. Alors, c'est vrai que j'étais un peu handicapé parce que j'avais la spondyarthrite, donc j'avais plus le même niveau. Tu recommençais à pratiquer sous traitement? Ouais. Et les médecins, ils t'ont pas dit vas-y tranquille? Non, parce que même les spondyarthrites, ils disent allez-y, parce qu'en fait, quand on fait plus rien, ils avaient tellement pas de traitement que pour eux, allez-y, parce que si tu bouges plus, tu marches plus. Et donc, tu as repris vers quel âge? 19 ans, 20 ans? J'ai repris, donc j'ai commencé à 16 ans, durant 6 ans, ça fait 22, j'ai recommencé en mars 99, donc j'avais commencé le karaté en 90, donc j'ai dû faire 6, j'ai arrêté 2 ans je crois, donc voilà, j'ai repris en 99. Ok. Donc, et puis après j'allais à chaque fois à Paris 1 ou 2 fois par semaine, parce que moi j'étais en banlieue. Ouais. Et j'allais à Paris le voir. Et donc du coup tu reprends en mars 99 avec ce maître-là Gucci. Plutôt pour le Qigong. Plutôt pour le Qigong et... Tai Chi. Donc il avait des cours en groupe, des cours personnels, comment tu faisais? Plutôt il avait appris, parce que lui, pareil, il était disciple de Maître Fu Zongwen, qui était très connu, qui était trésor national pour le style Yang en Chine. Il avait commencé avec Gu Liuzing, qui était un historien, et il était disciple de Gu Liuzing aussi. Ok, dans quelle discipline? Alors Gu Liuzing, c'était un historien, mais il était en contact avec tous les grands maîtres comme Chen Fake, du style Chen, comme
parce qu'il était du parti. Donc c'était déjà un style mixte entre guillemets. Gu Liuzing, non, lui il transmettait le style. Il était représentant de Chen Fake à Shanghai. D'accord. Donc c'est vraiment le style Chen. Ouais, c'était le style Chen. Voilà, vraiment. Alors pour les auditeurs qui connaissent pas les arts martiaux chinois, le style Chen c'est du Tai Chi, mais c'est pas du tout comme le style Yang. C'est plus plus proche du combat, on va dire ça comme ça. Comment on peut dire ça? Alors disons que le style Yang peut être très martial, mais il y a excessivement peu de maîtres qui sont très bons. Effectivement. C'est très très rare. En fait. Ils sont en général plutôt spécialisés dans le style Yang pour la partie énergétique. Voilà, plutôt énergétique, ouais. Même si c'est très bien pour les personnes âgées ou pour ceux comme moi qui sont un peu pour récupérer. Le style Yang est le style le plus répandu dans le monde, même aux États-Unis. Il y a Chen Menchin, mettons, qui a fait une simplification à New York du style Yang. Et donc la différence principale avec le style Chen, ce serait le style Chen est plutôt porté sur le combat quand même, non? Le style Chen est travaillé plus bas. En fait, comme il est plus ancien que le style Yang, il a gardé plus de traces du Kung Fu. Parce que paradoxalement, le Kung Fu Wushu est plus vieux que le Tai Chi. Le Tai Chi, c'est une espèce de... Moi, j'ai dit, c'est une synthèse entre le Qigong et le Kung Fu. Oui, un peu. C'est les deux en un. On peut voir ça comme ça, ouais. Dans l'idéal... Après, ça dépend ce qu'on entend par Kung Fu, parce que Kung Fu, il y a 3000 styles, quoi. Donc, il y a tellement de styles. Mais normalement, il peut y avoir... Après, j'ai appris aussi que c'est pareil, la société chinoise, elle est très... hiérarchisée. Très hiérarchisée. Et c'est quand même très secret. Mettons, mon prof, je ne savais pas, mais il n'était pas que disciple. Il prenait le thé chez Fu Zongwen. Et ça fait une énorme différence entre être disciple, comme Sur Yepin pour le Yichuan, qui a des centaines de disciples, et quand tu es disciple de la porte fermée, ou quand tu es comme Yao Zhensen, c'est-à-dire tu es ça c'est... Et j'ai appris aussi... Alors explique bien pour les auditeurs, parce que j'ai sur ma chaîne des gens qui ne connaissent pas les arts martiaux chinois. Donc il faut expliquer, je vais faire une petite aparté, mais en gros tu as les élèves, les simples élèves qui prennent des leçons en groupe. Ensuite, tu as les disciples qui déjà accèdent à un niveau de connaissance un peu supérieur. Donc, on appelle ça, t'appelais ça disciple de la porte ouverte ou de la porte fermée. Dans les arts martiaux japonais, c'est disciple interne ou disciple externe. Voilà. Donc, ensuite, tu as les disciples internes, donc de la porte fermée, qui eux accèdent encore à un niveau de connaissance plus avancé et qui sont amenés en général à reprendre le flambeau, entre guillemets, à reprendre l'enseignement dans la maison du maître. Et des fois qui représentent l'école en combat. Voilà. Et ça, c'est pas du tout connu, enfin très peu connu dans les arts martiaux chinois en tout cas. Les gens qui connaissent la vie de Bruce Lee connaissent un peu ça parce qu'il y avait Wong Chun-Lung qui était un pratiquant de Wing Chun qui aimait bien se friter quand il y avait des problèmes et qui représentait l'école de Ip Man. Donc les gens qui connaissent un peu la vie de Bruce Lee connaissent un peu ça. Mais Bruce Lee, pour moi, ça a été un explosif, c'est-à-dire il a vraiment fait exploser les arts martiaux chinois au monde. Oui, c'est vrai. C'était pas connu avant Bruce Lee. Qui connaissait les arts martiaux chinois? Les gens connaissaient le judo et le karaté, globalement. Ils connaissaient le jujitsu quand même, les gens, parce qu'avant le judo, il y a eu le jujitsu en Europe et en Amérique. Et c'est vrai que le kung-fu n'était pas connu. Bruce Lee a vraiment montré le kung-fu aux gens. Après, ça s'est répandu. Les gens ont commencé à prendre connaissance de ça. Et il y a eu derrière toute une vague de films avec Jackie Chan qui ont montré le kung-fu aux gens aussi. Parce que les films comme Le Maître chinois où il apprend la boxe de l'homme ivre ou ce genre de choses. Donc ça a montré un peu le kung-fu aux gens. Ça a marqué la culture populaire. Et actuellement, c'est beaucoup le Wing Chun avec les films avec les films d'Ip Man. C'est souvent lié au film. Les gens ont découvert la capoeira avec Mark Dacascos dans Only the Strong. Ils ont découvert le kung-fu avec Bruce Lee. Ils ont découvert le karaté avec l'énorme flopée de films sur le karaté qu'on a eu dans les années 70. Masoyama aussi. Il y a eu un film sur Masoyama. Ils ont découvert le Kyokushin en 80. Non, le film est sorti dans les années 2000. Donc c'est souvent lié à la culture filmographique ou au bouquin, mais les gens lisent pas. Donc c'est un peu dommage. Mais bon. Mais par contre, dans les articles, tu me disais que tu lisais Karaté Bushido. Dans les articles et les chroniques d'Henri Play ou les articles de Romain Bersetzer, il y avait souvent des choses sur le kung-fu, sur les arts martiaux chinois en général, avec une quantité de mysticisme quand même non négligeable. Alors c'est vrai que, pour moi, dans les arts martiaux chinois, il y avait 3 noms qui sont ressortis au niveau historique, alors qui sont critiquables et critiqués, mais moi je critique pas parce que c'est ceux qui m'ont donné envie aussi d'apprendre plein de choses, c'est ceux que j'ai lus. Et à mon avis, ils ont fait beaucoup pour répandre les arts martiaux chinois, et voire même les arts martiaux japonais. Après, par contre, c'est vrai que le petit reproche que je leur fais, c'est qu'ils n'ont pas trop parlé des autres. C'est qui les 3 ? Pour moi, c'est Henri Play, Roland Bersetzer et Georges Charles pour les arts martiaux chinois. Mais quand je cherchais des références, des noms pas beaucoup.
J'en parle des fois avec d'autres chercheurs. Alors, on a un problème en ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'historiographie pour les arts martiaux, ou très peu. C'est-à-dire, il n'y a pas l'histoire des arts martiaux. Ouais. Et donc, quand tu fais des recherches, moi, quand j'ai fait mes recherches pour le karaté, j'ai commencé par lire ce qui avait été écrit en langue française. Et il y a très rarement des notes de bas de page. Tu ne sais pas d'où les informations viennent. Avant-propos, des fois, qui sont intéressants, comme ceux dans Replay. Par exemple, tu regardes les livres de Roland Bersetzer, il y a beaucoup d'informations, tu ne sais pas d'où il les sort. Mais genre une quantité non négligeable, 90% des informations, tu ne sais pas d'où il les a sorties. Mais moi, Et pareil pour en replay. Alors des fois, elles sont justes. Des fois, tu te dis, ça va pas quoi. Mais je sais que Georges Charles, mettons, n'a jamais été en Chine. Il a été à Hong Kong et Taïwan, mais il me l'a dit directement, il en parle dans le livre. Il a été beaucoup de fois à Hong Kong et Taïwan. Alors, c'est pas une critique, mais ça veut dire tous les renseignements qu'ils ont eus. Comme moi, mettons, j'ai jamais été en Chine. Par contre, j'appelle la deuxième génération, c'est les maîtres chinois qui sont venus. À partir de l'ouverture de la Chine, c'est vers les milieux des années 80. Ouais. Et les moines de Shaolin qui sont venus après, même beaucoup de Français qui sont partis en Chine étudier, ou les premiers. Oui, donc là, il y a eu une transmission directe, mais avant ça, c'était une transmission indirecte. On allait glaner des informations là où on pouvait, quoi. Il y avait les maîtres chinois qui avaient fui. En fait, si tu n'étais pas du Parti communiste, si tu étais de Chiang Kai-shek, tu étais parti à Taïwan. Ouais, ou les maîtres vietnamiens comme Mon Nam. Et il y a même, j'ai appris ça plus tard, mais aussi des maîtres chinois qui étaient partis au Vietnam, qui avaient fait changer leur nom. Ouais. Ils étaient chinois, donc ils avaient des lignées chinoises. Mais bon, des fois, on m'a dit de pas trop donner les. Non, parce qu'ils sont encore recherchés par. Oui, voilà. Donc, ça arrivait souvent. Il y a eu la guerre du Vietnam. Les Chinois n'ont pas envoyé de troupes directement, mais ils ont soutenu le Vietnam du Nord. Donc, des fois, tu avais des mecs qui en profitaient pour passer. La guerre, c'est le bordel. Hein. Tu as toujours des mecs qui en profitent pour passer la frontière, changer de nom, fuir. C'est toujours un peu le bordel. Donc, oui, il y a eu effectivement d'ailleurs des maîtres d'arts martiaux qui ont été actifs dans les guérillas, dans les révoltes. Et je sais qu'en particulier des maîtres vietnamiens ont fui le Vietnam à cette période-là, soit à cause de la guerre, soit parce qu'eux-mêmes avaient participé à des exactions et ils fuyaient pour pas se faire choper, quoi. C'était pareil en Algérie. Moi, j'ai interviewé des profs de karaté qui ont été en Algérie. Ils n'ont pas fait que des actions de bénévolat là-bas. Hein, donc, oui, des fois, ils fuyaient le pays en essayant de se faire oublier. Ça arrivait souvent avant. Maintenant, avec Internet, on te retrouve toujours plus ou moins. Mais avant, tu partais de ta ville, même si tu allais dans la ville d'à côté, on ne te retrouvait jamais, quoi. Donc, du coup, tu as commencé la pratique des arts martiaux chinois avec Guji. Et tu as pratiqué combien de temps avant de te rendre compte que c'était vraiment ce que tu voulais faire, quoi? Tu as mis un an ou deux à te rendre compte ou tout de suite, ça t'a... Non, parce que comme je connaissais quand même déjà le haut niveau, on va dire. Donc j'ai vu que son niveau, déjà, il n'était pas classique. Je ne l'avais jamais vu, enfin, ce niveau-là. Et même après, j'en ai pas vu beaucoup. Donc ouais, tu as vu qu'il avait un niveau qui était bien plus élevé que... Et surtout un niveau énergétique, parce que à part là, tu n'as jamais vu des arts martiaux énergétiques? Non. Bah, il y avait, comme on a cité, Yamaguchi qui faisait de la méditation. Donc... Gogen Yamaguchi, il faisait beaucoup de méditation. Après, c'est du karaté Goju-Ryu, donc c'est une branche un peu particulière du karaté Goju-Ryu. C'était divisé, Ouais, parce qu'en fait, le karaté Goju-Ryu est vraiment très prenant à Okinawa. C'est, je pense, le style le plus développé à Okinawa, ou un des deux styles les plus développés à Okinawa. Et la branche de Gogen Yamaguchi, c'est la branche japonaise du karaté Goju-Ryu. Et lui, oui, il était dans les pratiques ascétiques, etc. Mais à Okinawa, ils ne sont pas du tout dans ces délires-là. Donc il avait une pratique personnelle, disons, d'ascète. Maintenant, c'est vrai qu'il était à fond dans le mysticisme, chose qu'a repris Oyama, puisque Oyama avait fait du Goju-Ryu, et c'est une des facettes du karaté Kyokushin. Il était en relation avec Sawai aussi. Oui, avec Sawai du Taikiken, c'est le Tai Chi Chuan japonais, quoi. Et c'est vrai que, alors c'est intéressant de se plonger dans l'histoire parce qu'on retrouve des éléments qui viennent d'autres maîtres, tu vois. Souvent, les gens, ils pensent qu'Oyama, c'était un grand mystique, un grand ascète. En fait, il a copié un peu ce qu'il a vu chez d'autres, quoi. Ouais, je pense que chacun, après, pour progresser, prend les techniques. Raconte-moi un peu ton parcours avec Gushi, brièvement. Moi, j'ai appris le style Yang au début et le Qigong de loi sauvage. Donc j'apprenais les applications martiales parce qu'il savait que j'aimais bien, mais je travaillais la forme du style Yang et le Qigong. Et les postures aussi, parce qu'il avait fait une vingtaine de styles à Shanghai. Donc, il avait fait du Daishin Chuan, enfin du Yi Chuan aussi, de Fournier. Donc, je pratiquais beaucoup la posture aussi. Après, je me suis mis à pratiquer. Donc, lui avait pour lui-même une pratique qui était quand même liée à plusieurs arts martiaux chinois. Lui, c'est un chercheur. C'est vraiment un chercheur. Et tu connais sa formation à proprement parler ou... Oui, je suppose qu'il est dans ton livre. Je mets toutes ces références dans son livre. Alors c'est comme son maître Zhu Liuzing qui était très connu. En fait, il avait une maladie petit, donc il a commencé par le Qigong.
parce qu'il a été opéré 10 fois. Mais comme il en parle dans le livre, je me permets d'en parler. Donc le Qigong, il a travaillé beaucoup le Qigong, et comme à la chinoise, il s'entraînait beaucoup, parce que c'était 6 heures par jour. Ouais, c'est pas l'entraînement comme ici. C'est pas comme beaucoup de... Donc Gu Liuzhing a vu qu'il était doué quand même. Donc après, il l'a amené à d'autres maîtres. Et comme il a vu qu'il aimait bien le combat aussi, après, il l'a amené à des maîtres, soit du Su Jiao pour la lutte chinoise, soit du Shaolin Quan, il a fait du Sanchu, du Sanda. Donc il a vu la partie martiale. Et puis il a vu des maîtres comme un des anciens élèves de Wang Zhangji pour le Yichuan, qui l'a vraiment impressionné. Donc il est aussi, mais des fois après ce qu'il a fait, bon, moi je pense pas qu'il m'en voudra. Donc des fois il disait pas à ses maîtres qu'il allait voir d'autres. Oui, c'est normal. En Chine c'est un peu mal vu, mais. Bon, c'est un peu mal vu, mais tout le monde le fait, tout le monde l'a toujours fait. Tout le monde l'a toujours fait. Zhang Yejun aussi. D'ailleurs, j'ai une théorie très personnelle que tous les arts martiaux sont des arts martiaux mixtes. C'est-à-dire, il n'y a pas de style vraiment pur, ça n'existe pas. Tous les profs, ils se sont formés chez Pour moi, les meilleurs, c'est pour ça que les meilleurs, ils ont appris beaucoup de choses. Oui, puis en général, les meilleurs, c'est des gens qui sont curieux d'apprendre. Les mecs qui sont pas curieux et qui se posent aucune question, ils deviennent pas vraiment bons. Tu as pratiqué pendant quelques années, donc surtout le Tai Chi style Yang pour les postures. Le Yichuan. Ouais, les marches lentes. Il avait déjà changé, il avait déjà modifié un peu. Tu faisais déjà du Tsui Sho ou des pommes collantes un peu. Parce que pareil, il a vu que j'aimais bien le combat et le Tsui Sho. Alors pour expliquer pour les auditeurs, le Tsui Sho c'est un peu comme le Kake-Kaki en karaté, c'est-à-dire on colle les mains, et au moins une main, et on essaye de trouver la faille, l'ouverture avec une main collée à la main de l'adversaire. C'est progressif, voilà. On commence à une main, après deux mains, pas fixe, après mobile. Et après, c'est pareil. Normalement, c'est même avec percussion, avec projection. Donc c'est un peu comme les éducatifs du Wing Chun, où on commence avec la garde collée, on essaye de trouver des ouvertures petit à petit. Pour moi, ça va même jusqu'au MMA, la partie collée, contact. Et en ce qui concerne les arts martiaux chinois, est-ce que tu avais fait des compétitions, du Sanda, des choses comme ça? Oui, après j'ai fait des compétitions, quand ça allait mieux, j'ai récupéré physiquement. Mais mes médecins ne voulaient pas que je fasse du Sanda. Donc je m'entraînais il avait quelques élèves, parce que lui il récupérait des élèves qui venaient de la boxe anglaise. Comme ça allait mieux, il me disait combat, on mettait les gants. Il enseignait dans un dojo ou il enseignait chez lui? Dans une petite salle. Des fois tu mettais 2 gants, tu n'avais pas les 2 gants, tu avais un gros gant et un petit gant. Donc le deuxième round, tu t'arrangeais. Moi j'aimais bien avoir le petit gant deuxième round, comme ça si tu étais droitier, tu pouvais mettre des droites. Ah, donc il avait vraiment très peu de matériel? Non, même des fois on combattait en chaussures. C'était vraiment à l'ancienne. Il avait quoi, une association ou c'était des cours particuliers? C'était une association. D'accord, donc il avait quand même formalisé un peu son enseignement. Oui, et puis moi je l'ai aidé après à formaliser. Et après j'ai fait les compétitions de Kyushu. J'ai gagné Repas Tai Chi en 2012. D'accord. J'étais plusieurs fois champion de France en Kyushu aussi. Donc en compétition, les élèves qui m'ont le plus marqué, c'est les élèves d'Ilias Kaliminsos, donc qui venaient du Yichuan. Mais après, il y avait d'autres profs, des fois qui passaient, des fois il y en a qui passent une fois, mais qui sont bons aussi. Donc moi, j'aime pas dire tel style est meilleur. Ouais, ça dépend surtout des élèves. Ouais, ça dépend des élèves. Ok, et tu donnais déjà des cours ou pas encore à cette époque-là? J'ai commencé en 2006. En 2006, donc il y a déjà 15 ans, un peu plus de 15 ans. Ouais, et tu étais encore élève de Gucci? Moi, j'ai été élève durant 20 ans. Enfin, je l'ai suivi. Donc de 99 à pratiquement 2020, quoi. Oui, voilà. Juste, il est parti en 2018 ou 2019, parce qu'il s'est marié à une Autrichienne. Et après, là, il a rouvert des cours en Autriche. Mais je suis toujours en contact. Moi, je suis son disciple pour la France, pour le Guji Tao. Mais j'enseigne toujours le style Yang et le style Chen. D'accord. Voilà. Ok. Et ma spécialité, c'est plutôt le Kyushu. Mais j'ai quand même formé, là, j'ai un élève qui est arrivé 3e au championnat de France à la FFK, même si c'est pas ma fédération. Enfin, moi, je peux parler de toutes les fédérations, 3-4 fédérations. Ouais, pour les arts martiaux chinois. J'ai des questions sur ça. Voilà. Mais qui est arrivé 3e au championnat de France, qui venait du judo, donc il était parmi les 5-6 meilleurs en judo national, et qui voulait faire du Sanda, et j'ai formé pour le Sanda. Et donc les projections, il a surpris beaucoup, parce qu'en Sanda, il y a beaucoup qui viennent du pied-point. Puis les projections sont bien en Sanda, elles sont bien faites. Ok, alors aujourd'hui, tu es prof, tu enseignes le Kung Fu. Quelles sont les différentes formes d'entraînement que tu proposes? Est-ce que tu as un cours de style Yang, par exemple, un cours de Guji Tao, ou est-ce que tu fais tout dans le même cours? Hélas, maintenant, le Tai Chi, pour moi, c'est Tai Chi Qigong. Je montre un peu le Kyushu, mais la partie martiale, presque on ne peut pas Si on parle du Tai Chi martial, il n'y a personne qui vient. J'ai réutilisé le terme Kung Fu pour Kung Fu Guji Tao. D'accord. Voilà, parce que Kung Fu, on voit que c'est martial, on pense à Bruce Lee. Si on parle des styles comme Tai Chi,
Et normalement, la partie martiale, à l'origine, était très importante. Oui. Maintenant, après, ça dépend des styles. Par même exemple, pour le style Yang Luchen, il était instructeur des gardes du corps, de l'empereur. Donc, niveau martial... C'est vrai qu'avant, c'était un peu plus... Bon, après, c'est l'époque qui a fait ça. Et dans les arts martiaux que tu enseignes, du coup, il y a à la fois le Sanda, à la fois le Tai Chi Qigong, et à la fois, tu as un cours spécifique d'une autre discipline ou... En fait, c'est Tai Chi Yang plutôt, un peu Chen pour certains. Et puis Kung Fu Guji Tao, où là je fais Kyushu, le China aussi. D'accord, j'ai appris beaucoup le China, j'aime donc bien. avec des prises, des clés articulaires. Voilà. Mais c'est un peu même toutes les applications du style Yang que j'ai vu, ou du style Chen que j'ai vu en China aussi. Ouais, et en China, donc pour les gens qui nous écoutent, le China, ça ressemble un peu au Jiu-Jitsu, enfin ça ressemble de très loin au Jiu-Jitsu. Et c'est surtout des clés articulaires debout, d'après ce que j'ai compris. Il y a peu de sol. Ouais. Non, j'ai pas le sol, je connais pas. C'est un de mes déficits. T'as un brevet d'éducateur ou un truc ou d'une Oui, fédération? j'avais passé à l'époque à la FF Wushu, ça s'est scindé un diplôme de moniteur fédéral. Ouais. Et puis après, je suis 5e Duan. D'accord. Ouais, donc tu as quand même passé tes grades, tu as continué là, j'ai à passé progresser. un CQP quand même. Ouais, maintenant ils sont obligés de passer le CQP. Ouais, j'ai passé un CQP. Ton nombre d'élèves à peu près par cours? En tout, j'ai 100 élèves à Houille, dans la banlieue parisienne. Ok. Et par cours, à peu près, ils sont combien? 20, 25? Une quinzaine, une vingtaine. Ok. Est-ce que ton enseignement, il a évolué tout au long de ces années? J'essaye de le faire évoluer. Après, ce qui est dur, c'est vraiment de pouvoir proposer, parce que souvent on est catalogué plutôt martial ou plutôt Qigong. Et c'est dur de pouvoir proposer l'ensemble, parce que malgré tout, c'est un peu compliqué. Donc j'essaye de tout proposer, j'essaye d'améliorer la communication, mais ça, on a tellement de progrès à faire. La communication pour le club ou la communication avec les élèves, tu veux dire? De présentation des arts martiaux chinois. Je trouve qu'on a un gros déficit dans les arts martiaux chinois de communication. C'est vrai. Après, il y a en France une longue tradition de karaté, judo et boxe anglaise, et boxe française évidemment. Ouais. Et on entend peu parler des arts martiaux chinois. Alors évidemment, pendant la vague de Bruce Lee, alors bizarrement, pendant la vague de la mode de Bruce Lee, c'est surtout le karaté qui en a profité. Ouais. Et il n'y avait pas d'arts martiaux chinois, donc non, ils cherchaient des fois des clubs. Ouais, ils ne trouvaient pas. Mais c'est vrai qu'il y a un manque de communication aussi du fait que les fédérations au niveau des arts martiaux chinois, c'est un bordel. Même moi qui suis un peu dans... Je comprends rien à ce qui se passe. Il y a eu beaucoup enfin le karaté, j'ai quitté, je sais plus, mais les arts martiaux chinois, il y a eu beaucoup de guerres de succession après. Puis après, c'est un pouvoir, il faut savoir qu'une fédération, c'est de l'argent. Ouais, et donc beaucoup de guerres interpersonnelles surtout en réalité. J'ai plusieurs questions maintenant plutôt philosophiques. On va essayer de faire court, mais je vais te lancer sur quelques sujets, tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, essaye de m'expliquer brièvement, ou d'expliquer plutôt aux gens brièvement, ce que c'est pour toi la partie énergétique dans les arts martiaux chinois. En quoi c'est important? Est-ce que c'est une composante prépondérante ou pas? Essaye d'expliquer aux gens un peu ce que c'est. La partie énergétique, par rapport au karaté, j'ai vu que j'étais très raide. C'est-à-dire, j'ai vu que j'avais pas vraiment la conscience de ma raideur. Même que ça soit extérieur, au niveau musculaire, j'ai mis des années avant de me détendre. Que les mouvements gagnent. Et prendre conscience à l'intérieur aussi. C'est-à-dire comment est la paume par rapport au corps. Est-ce qu'on sent un peu à l'extérieur? Est-ce qu'on la relation entre le bras et la jambe gauche, le bras et la jambe droite, et dans le mouvement aussi la biomécanique, j'appelle ça. Donc à la fois pour la motricité. La motricité. Et à la fois pour la conscience de l'énergie qu'on développe. Et travailler la souplesse dans chaque partie du corps. Et aussi essayer de faire, des fois dans le taoïsme on dit tout est un, de tout assembler. Pour le Fajin c'est compliqué, mais les grands maîtres ils arrivent à essayer, après il y a tellement de niveaux, mais faire exploser ça l'unité, bam, ça on appelle le point canon pour le style Chen, bam, c'est tout le corps qui va. En karaté, comme c'est très saccadé les mouvements, tu as les articulations qui travaillent souvent indépendamment les unes des autres. Et évidemment, dans les arts martiaux chinois, c'est l'inverse, puisque en tai chi, le premier truc qu'on apprend, c'est bouger en même temps le haut et le bas, quoi. Après, en tai chi, souvent, c'est trop mou. Alors, c'est pour ça que le style Chen est un bon exemple. Parce qu'en style Chen, justement, leur objectif, un de leurs objectifs, c'est d'avoir une efficacité maximum. Et du coup, est-ce que c'est lié à des philosophies particulières ou à des traditions chinoises particulières, ces philosophies? Alors, paradoxalement, quand j'ai fait mes recherches sur les maîtres, ils attachent pas trop d'importance à la partie. Ils sont taoïstes, confucianistes, en fait, il y a les trois grandes traditions bouddhistes. Ils changent de l'une à l'autre. Bon, ils ont quand même un respect des maîtres et tout ça, mais ils ne sont pas plongés. Après, il y en a qui sont plutôt spécifiés dans le taoïsme.
spécialistes un peu dans le taoïsme, et des fois c'est pas les meilleurs experts. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on aurait tendance contre-intuitivement à penser que, alors j'explique un peu pour les internautes, le taoïsme c'est une des philosophies qui a véhiculé ces pratiques énergétiques. Une partie des exercices qu'on retrouve dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme viennent du taoïsme, donc des pratiques énergétiques pour travailler le souffle vital, etc., pratiques de respiration. Et donc on aurait tendance à penser que les gens qui sont versés dans le taoïsme ont une pratique énergétique plus développée ou de plus grande qualité, et pas forcément. Pas forcément. Ouais. Dans le Hungar, mettons, quand j'ai interviewé Daniel Lemuto qui était avec Georges Demianov, c'était à l'époque de Wangnam aussi, c'était un des plus anciens. Mais plutôt dans les styles du Sud, je lui demandais, il pratiquait la méditation. Il dit non. Après, le Hungar, c'est plutôt un style dur, non? Ouais, mais il y a un peu d'interne, mais c'est pas à travers la méditation. Ouais, donc c'est très paradoxal. Des fois, c'est comment il y a des styles, c'est comme le Wing Chun, on dit c'est un peu interne. Ouais, mais c'est très interne pratique. C'est genre vraiment, faut travailler l'interne avec les sensations, quoi. Ouais. Eux, ils travaillent des fois même l'interne au mannequin de bois. Marche lente. Ouais, ils ont pas ça. Ils travaillent l'interne en faisant les Tao, en faisant les 3 Tao principaux du Wing Chun, ou en faisant des exercices genre main collante, etc. Ils travaillent l'interne comme ça. Ils n'ont pas de pratique spécifiquement destinée à travailler l'interne sans qu'il y ait d'exercices de combat immergés. Alors qu'en Tai Chi, ils ont ça. Ouais, en Tai Chi, ouais. Et donc pour toi, l'interne dans les arts martiaux chinois, si on peut faire une globalité des arts martiaux chinois, même si c'est dur, c'est une composante qui est quand même fondamentale, non? L'interne? Ouais. Pour moi, en vieillissant, de toute manière, tous les grands maîtres, même en karaté, ils s'intéressent à l'interne. Ouais. Après, ils essayent de trouver un maître de Qigong, un maître de Yichuan, ils veulent parce qu'on n'a plus les mêmes capacités musculaires. Donc on a besoin de développer, maximiser la coordination, une efficience du mouvement, l'intuition, tout ça. Après justement, c'est un truc que je vois souvent, c'est très dur quand ils arrivent tard à cette pratique-là. Il faut lutter contre des années de réflexes intégrés. Effectivement, j'ai vu, bon, je ne suis pas du tout spécialiste des arts martiaux chinois, je connais très peu. À part le Wing Chun et les différents styles de Tai Chi et un peu le Hungar, ça s'arrête là. Mais effectivement, j'ai vu que dans la plupart des arts martiaux chinois, il y a quand même une pratique interne. Même si elle n'est pas prépondérante, il y a quand même, sauf dans le Sanda où là... Shaolin Quan, mettons. Ouais, même en Shaolin Quan, ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques styles très rares où il n'y a pas ou presque pas d'interne. Après, l'interne dans les arts martiaux, normalement, c'est coller, adhérer, suivre. C'est comment on arrive, même sur un coup, même... On colle tout le corps, bam, et après on va ressortir avec. C'est un peu ce que disait Bruce Lee, la différence entre le karaté et le kung-fu, c'est que le karaté c'est comme si tu frappes avec une barre de fer, et le kung-fu c'est comme si tu frappes avec une chaîne de fer parce que tu as toutes les articulations qui sont liées et qui participent du mouvement. Est-ce que tu utilises le kung-fu ou tu enseignes le kung-fu pour la self-défense? Oui, ça aussi. Alors c'est pas le même type de clientèle, de pratiquants. D'élèves que le Sanda. Et tu as des gens qui viennent spécifiquement au club pour... Moi, ça m'intéresse parce que moi, j'aime bien enseigner aux filles, aux femmes, voilà, ou aux jeunes, ou ceux qui ont des difficultés. Et des fois, ils n'ont pas tous des grandes capacités physiques. Donc moi, j'aime bien, ayant été moi-même, et même étant encore handicapé malgré tout, moi, ça m'intéresse si on peut améliorer et avoir moins de problèmes dans la rue. Et du coup, tu leur proposes un cours spécial ou comment tu t'organises? Pratique spéciale pendant le cours? C'est mélangé un peu. Des fois, c'est divisé. J'ai des assistants. Il y en a qui vont prendre plutôt le Sanda. Des fois plutôt le Donc dans le même cours, tu fais des ateliers. Et donc tu me dis, alors c'est intéressant, tu m'as plutôt parlé des femmes, c'est plutôt une clientèle féminine qui recherche des cours de self-défense? Self-défense, oui, j'ai remarqué. Et Après, il y a aussi la partie... sportive, culturelle. Loisirs. Non, pas très martial. Oui, je sais. Alors souvent, c'est justement un mélange qui est un peu particulier. Moi, je l'ai vu dans les clubs de karaté aussi. Tu as des professeurs de karaté ou même de jiu-jitsu ou d'autres arts martiaux qui proposent des cours de self-défense, mais tu as souvent une clientèle de gens qui sont en très mauvaise condition physique. Et quand je dis très mauvaise, encore je suis gentil, et qui cherchent le plus haut niveau des arts martiaux, c'est-à-dire se défendre dans la rue contre n'importe quel type d'attaque. Alors déjà c'est antinomique, et en plus de ça, c'est des gens qui sont plutôt dans une pratique de loisir, qui viennent 1 à 2 fois par semaine. Et donc là, moi, je suis un peu dur avec les profs de self-défense en général, et je leur dis, mais si vous voulez faire de la self-défense, allez dans un club de boxe anglaise ou de boxe thaï et mettez-vous sur la gueule toute la journée, vous allez voir, vous allez devenir très fort. Il y a pas trop je trouve qu'il n'y a pas trop de style d'arts martiaux traditionnels qui propose un véritable système de self-défense efficace. Moi, j'ai découvert vraiment la partie martiale en fait, et c'est même pas Sanda, je suis marié à une femme qui est marocaine. Et quand j'étais dans son quartier, elle aime pas trop que
que je parle de ça, mais les quartiers périphériques, il y a des quartiers très pauvres. Même là, j'ai une élève qui est toute petite, elle est de ce quartier-là que je forme en visio et même elle fait des cours de karaté en plus. Mais quand je vais là-bas, je l'entraîne, mais elle a un mental. Mais là, j'ai vu des personnes avec des couteaux qui sortent là, voilà, et qui... Même moi, une fois, je me suis fait agresser, mais j'avais jamais connu ce type de violence urbaine. Ma femme a dit, tiens, lui, t'as dit bonjour, il a déjà tué une personne. Voilà. Moi, pourtant, je suis de banlieue, mais j'avais jamais rencontré ce public-là. Et là, je me suis dit, mince, tout ce que j'ai appris, même ma boxe, même mes trucs, qu'est-ce que je fais? J'ai tourné une ruse avec des cicatrices, ils ont tous des couteaux, s'ils veulent je peux rien faire. Donc ça, j'appelle ça l'adaptabilité. C'est comme dans ceux qui font le RAID, le GIGN, des fois tu sais même pas ce qu'ils font. Tu vois, Après, donc, ils retirent leur chemise, ils sont quand même en condition physique, mais ils essayent déjà de passer inaperçus. Alors, un des trucs qui m'a gêné dans beaucoup d'arts martiaux, c'est... Moi, je suis 5e Dan. Bah bien, on va aller ensemble là, on va voir ce que ça donne. Donc tu es d'accord avec moi qu'il y a une vraie différence entre la pratique en club et la réalité du terrain qui est parfois... Oui, je suis d'accord avec toi, mais quand on est professionnel, ça nous fait vivre. Et est-ce que tu n'as pas l'impression, alors je veux pas être trop dur, mais je peux couper si jamais tu est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois tu leur donnes de faux espoirs? Non, parce que moi je leur dis directement que de manière... il vaut mieux éviter, ou si c'est pour éventuellement, et le but c'est que vous couriez très vite, et que si vous pouvez pousser ou taper, vous courez vite. Mais ne pensez pas que ce que vous allez apprendre là, il faut vraiment avoir un très très haut niveau pour garder son calme, pour avoir des réflexes très rapides. C'est des années, et même ceux qui ont ce niveau-là, ils n'ont pas de prétention. Moi ça m'a étonné quand j'ai discuté avec des personnes du GIGN ou des services de protection, ils sont très humbles. Ouais, parce qu'après, quand tu n'as pas d'ego, tu sais que tu n'as rien à gagner. Imaginons que tu as une agression, tu t'en sors, tu n'as rien gagné. Voilà, c'est le but. Ouais. Ok, alors pour la partie self-défense, on est bon. Donc du coup, tu t'insères un petit peu quand même de self-défense dans des... Est-ce qu'il y a des styles de tai chi ou de qigong qui se prêtent plus à une pratique de self-défense, ou est-ce que tu utilises le kung fu en général? Mon prof disait que j'avais plutôt l'état d'esprit du yang. Mais en aimant le combat, donc c'est très rare. Donc moi j'aime bien aussi montrer les applications du style yang, pas forcément pour avoir un niveau martial, mais pour pas que ça se perde. Ce que je reproche à beaucoup de profs aussi, c'est qu'ils essayent de mélanger tous les trucs. Ils font un peu d'interne, mais ça marche pas en combat. Tu fais du Tushu, c'est pas pour ça que tu seras un grand combattant. C'est autre chose. Et donc, quand tu dis les applications du style yang, c'est les applications avec les percussions, et aussi, je crois qu'il y a des amenés au sol avec des contrôles d'articulation. Ça, je montre un peu les china. En fait, il y a percussion, china et projection. Donc des contrôles articulaires. Aux 3 niveaux aussi. Épaules, hanches. Et ça, tu parles d'applications, c'est donc des applications de Taolu qu'on répète dans le vent? Il y a le dictionnaire, c'est comme le kata donc c'est des Taolu. Mais chaque mouvement, il faut le travailler indépendamment. Et même chaque mouvement, normalement, même du style yang, tu peux le travailler sur un sac de frappe. Mais il y a une grosse partie cachée dans les arts martiaux chinois. C'est un peu comme les bunkai en karaté, c'est l'application, la recherche d'application des mouvements des katas. Alors d'après toi, quels sont les objectifs qu'on peut réaliser grâce à la pratique du kung fu? Mieux découvrir son corps, un bien-être général, avoir plus d'énergie pour que ça serve pour notre travail. C'est déjà, pour moi, c'est ça, dans la vie de tous les jours. Puis après, celui qui arrive un peu à lire, tant mieux, parce que sa culture générale... Voilà, donc plutôt des aspects liés à la vie de tous les jours. Alors c'est intéressant parce que tu m'as pas parlé du combat dans cette question. Est-ce que l'aspect combatif, l'aspect force musculaire ou développement de la puissance, de la vitesse, des qualités physiques, ça... Alors il y a un gros paradoxe. Il y en a qui m'appellent pour venir self-défense. Souvent ils ont été agressés. Je me suis fait agresser, est-ce que j'ai envie de prendre des cours? Ils commencent les cours. T'apprends, mais là ils voient que pour progresser c'est fatigant, c'est dur. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux apprendre ou tu veux... Ouais, c'est vrai. Alors du coup, plutôt un bien-être physique lié à la vie de tous les jours. Donc du coup, ils apprennent, pour un bien-être et pour avoir quelques éléments de défense éventuels. Alors j'ai beaucoup de profs qui m'ont parlé de la condition physique. Tu fais un peu de condition physique pendant les cours ou pas trop? J'ai pas le temps. Ceux qui veulent progresser, je leur dis, alors je fais vraiment le minimum. Assouplissement, un peu d'étirement, voilà. Cardio, muscu, non? Un tout petit peu de pompe, des trucs, mais pas tout le temps. Parce que ceux qui veulent progresser, je leur dis, ça, il faut le faire tous les jours chez vous. Si vous voulez vraiment progresser, c'est tous les jours. Ok.
Est-ce que le kung-fu doit évoluer au XXIe siècle ou est-ce qu'il doit plutôt au contraire retrouver ses racines? Si tu devais choisir une direction, c'est dur ça. Dans mon livre, j'appelle réflexion sur l'évolution des arts martiaux chinois. Donc malgré tout, à travers le temps, il y a eu une évolution. Ouais. Justement avec la partie au début combat, lance et tout ça, et après intégrer l'interne. Et puis maintenant une efficience de l'interne vers le MMA, enfin vers la... Ouais. Donc du coup, tu es plutôt quand même pour une évolution des arts martiaux chinois ou une... Parce qu'on voit quand même, alors j'ai un avis un peu... Le kung-fu, c'est quand même un ensemble d'arts martiaux chinois très divers. Ça peut changer du tout au tout quand on compare, même dans le tai chi, quand on compare le style Yang, le style Sun, le style Chen, déjà ça change beaucoup et encore c'est tous les trois du tai chi. Et je trouve que ces arts martiaux-là, s'ils évoluent pas, ils périclitent et ils finissent par mourir d'eux-mêmes. Il n'y a pas de transmission sans évolution. Après, en sociologie, si tu dis il y a eu transmission sans évolution, ton prof de sociologie te regarde, mais il faut une évolution. Ouais. Par contre, il n'y a pas d'évolution sans une bonne connaissance des styles ça c'est vrai. De la tradition. Toi quand tu enseignes, tu essayes d'aller plus loin que ce que ton prof t'a montré ou... Oui, j'ai intégré. Même mon prof, il dit ça, c'est le style de Sébastien. Mais il est content. Il dit t'as trouvé des trucs, c'est ton style. C'est ma manière de... D'ailleurs, dans les arts martiaux chinois, c'est un peu plus intelligemment fait que dans les arts martiaux japonais, je trouve. Parce qu'en général, l'école prend systématiquement le nom du maître. Ouais. Dans les arts martiaux japonais, c'est pas comme ça, tu pratiques le Shotokan. Mais en fait, déjà, les gens, ils disent « je fais du karaté ». Ils disent pas quel style en général, ils disent je fais du karaté, le plus grand public ils connaissent pas trop, donc ils disent je fais du karaté 3 fois par semaine, ça va bien. Après ils disent je fais du karaté Shotokan, mais déjà ça te dit pas ce qu'il fait vraiment. Déjà il dit tu fais du karaté, si c'est du Kyokushin ou du Shitoryu ou du Wadoryu c'est pas pareil. Après il dit bon ok je fais du Shotokan, mais encore dans le Shotokan tu as plein de subdivisions de différents courants, et même s'il dit je fais du Shotokan JK, encore ça te dit rien, il faut qu'ils disent le nom du prof. En Kung Fu ils sont plus intelligents, ils disent voilà je fais le style de tel gars. Et donc là, tu sais tout de suite à quoi ça fait référence, tu vois. Ouais. Et t'as pas ce problème de suivre aveuglément la tradition de quelqu'un que tu connais pas, tu vois. Tu fais toi-même évoluer le style et tu sais que ton prof, c'est son style qui t'enseigne. Après, ça existe, mais j'appelle l'orthodoxie. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire ceux qui sont, mettons, avec Chen Jiawang et pour que Chen Jiawang, même les autres maîtres de style Chen. Jean-Charles Juster, qui fait aussi le même genre de travail que toi, il parle de ça aussi pour les professeurs de karaté qu'il a interviewé. Jean-Charles Juster, je le connais et pour moi, s'il m'a donné envie de faire ce travail de recherche. Pour moi, c'est une référence. Mais c'est sa profession. Moi, j'ai fait des études. J'étais un peu doué en ethnologie. Ouais, donc t'étais quand même un peu versé dans l'étude des sociétés, des cultures. T'as fait un gros travail de recherche et t'as écrit plusieurs livres, 3 livres, je crois. Tu vas sortir donc le tome 3 qui sera ton 4e livre. Je suis en train de le retranscrire. Ok. Donc c'est des livres sur les arts martiaux chinois. Donc on a parlé déjà du premier qui est Réflexion sur l'évolution des arts martiaux chinois. Ensuite, t'as sorti 2 livres d'entretien. Avec des maîtres du Kung Fu Wushu. Du Kung Fu Wushu. Et donc, tu as sorti le tome 1 et le tome 2, et là, tu es en train de retranscrire le tome 3. Voilà. Et donc, c'est des entretiens qui sont la retranscription d'interviews que tu as fait comme je fais là, et où tu as rencontré plusieurs maîtres chinois de France. Est-ce que tu peux me raconter déjà en préambule ce qui t'a poussé vraiment à faire ce travail de recherche? J'étais opéré en 2021 de la valve du cœur. Donc, je suis revenu, c'est un peu comme une seconde naissance quand je suis sorti. C'était très bizarre. Donc après, même... j'ai repris l'entraînement, le Qigong un peu, même sur mon lit, tout ça. Et après, j'ai vendu un livre. Et le gars, il avait un master, il était spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai parlé d'arts martiaux avec lui. Il me dit, tu devrais écrire un livre sur ça. Je dis, c'est peut-être l'occasion, comme je peux moins m'entraîner. Et puis j'ai toujours voulu chercher, même mon prof, j'ai posé plein de questions sur ses maîtres, sur son apprentissage à Shanghai. Moi, ça me passionnait. Et puis des fois, on faisait des rencontres aussi. Donc à partir des références que j'avais à la FEMC à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, FTCG, j'avais quelques contacts. Et puis FWDA aussi, avec vraiment des personnes que vraiment j'aime bien, qui m'ont donné, eux qui venaient plus des styles externes, comme Gilles Hauss, qui était un des anciens élèves de Fan Zhantong, à l'époque où il enseignait d'abord les arts martiaux chinois avant le Kwankido. Jean-Pierre Battu aussi, qui était élève de Wang Nam en 67. T'avais déjà fait des rencontres qui t'avaient poussé à t'intéresser à l'histoire des arts martiaux en général? C'est comme mes grands-pères. Quand je les appelle, moi, en plus mon prof est parti en Autriche, je suis en contact, mais eux, c'est un lien. Et ils t'avaient déjà eux-mêmes poussé à faire des recherches? Comme Harry Donino, on parle des heures de ça. Donc eux, ils me parlaient de toutes leurs histoires de l'époque. Stéphane Attelli pour le Sanda et tout. Bon, ils étaient arbitres aussi international, donc
Mais ils n'étaient pas que, ils avaient connu tous les maîtres vietnamiens. Harry Donino avait fait 3 ans avec Dominique Valera, mettons, pour travailler le pied-point. Donc il y avait des interconnexions entre tous les styles, et moi je trouvais ça génial. C'était pas cloisonné comme certains que j'avais connus avant, non, là c'était ouvert. Et voilà, donc j'ai pris quelques noms, j'ai pris le Yichuan, j'ai vu, il y avait Ilias Kaliminsos, que j'ai appelé, et bon, après j'ai commencé d'abord par Roland Abersetzer, que j'ai contacté par mail, que c'était le premier qui avait écrit des livres. Il m'a dit, pour l'instant, je réponds plus aux interviews. Il m'a répondu gentiment, parce que je voulais un peu, le centre pour moi, c'était un peu la montagne Sainte-Geneviève. Ouais. Et donc, quand tu as commencé à vouloir, tu t'es dit, ok, je vais écrire un bouquin, tu t'es tout de suite penché sur la méthode de l'investigation orale. Est-ce que c'est parce que tu connaissais déjà Jean-Charles Juster ou... Alors, moi, j'ai une déficience, c'est que je parle pas chinois, je lis pas le chinois. Il y en a comme Emmanuel Agglutiné, mettons, il parle chinois, donc je suis en rapport avec lui, ils vont en Chine, et oui, ils peuvent lire, retranscrire. Donc, c'est pour ça, l'aspect historique du livre, j'ai pas de prétention dedans, parce que je peux pas avoir ni certitude, j'ai pas de diplôme universitaire, Donc, pour moi, je voulais étudier le Kung-Fu Wushu dans tous ces styles internes externes en France. Ouais. Et les maîtres chinois ou vietnamiens ou autres, mais qui résidaient en France depuis pas mal de temps et qui avaient transmis et formé des élèves. Ouais, donc tu as fait un peu comme moi. Moi aussi, je parlais pas japonais. Donc, quand j'ai fait un bouquin sur l'histoire du karaté, je me suis dit, bon, je suis sur la Côte d'Azur, il y a plein de styles de karaté. Ouais. Il y en a une bonne 50aine. J'ai dit, allez, on va tous les prendre, on va les interviewer. Tu as fait un peu le même travail. Et pourquoi la méthode orale? Pourquoi tu n'as pas juste demandé aux gens, envoyez-moi votre CV et je vais faire un truc Parce qu'ils disent plus de choses. Ouais. Parce que moi, j'aime bien le contact. J'ai vu avec mon prof, il me considère, j'étais à son mariage, il a été mon mariage. Et on ne peut pas avoir un vrai apprentissage si on n'a pas ce rapport. Et les maîtres que j'ai vus aussi, il faut avoir confiance. Alors, il n'y a rien qui prouve qu'on a confiance, mais souvent, ils m'ont dit, je sais, comme Daniel Bellotti, je ne sais pas pourquoi, je t'aime bien. Donc, je réponds et après, blablabla, on échange. Et après, un te donne le contact d'un autre, qui te donne le contact d'un autre, et de fil en aiguille, tu arrives à avoir plusieurs contacts. Il y en a qui m'ont refusé les interviews aussi. Oui, ça m'est arrivé aussi, ouais. Après, c'est ça le problème quand tu n'es pas très connu, tu vois, si c'est, je sais pas, Jean-Pierre Lavorato ou Roland Abersetzer qui demandent à faire une interview, les mecs, ils y courent, tu vois, ils savent que ça va faire de leur pub pour leur club, ça va leur apporter un peu des élèves, un peu de la visibilité. Moi, j'ai des profs que j'ai interviewés qui m'ont dit, moi, si j'ai répondu oui, c'est juste parce que je sais que si je suis dans un bouquin, ça va me ramener du monde, tu vois. Il y en a, en fait, ils s'en foutent, hein. Ils ont pas de... La plupart des profs, eux-mêmes, n'ont pas de rapport au temps long. Ils n'ont pas de rapport à la pérennité. Ils ont des élèves, ils font leurs cours, ils font leurs compétitions, leurs trucs, mais ils se disent pas... Quand tu leur dis, je vais faire une interview, je vais faire un livre, ils disent, mais ça va m'apporter quoi, tu vois. Ils n'ont pas de rapport au temps long. Et après, quand ils arrivent à 90 ans, j'ai rien laissé... Mais c'est ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y avait peu de contact entre eux. Ouais. Et surtout, parce qu'après, ils ont des inimitiés des fois, souvent. Il y a de la concurrence aussi. Il y a de la concurrence, ils se fritent pendant les compétitions, en arbitrage, les passages de grade, c'est... Ouais. Donc souvent, au fil du temps, ils entretenaient de bonnes relations, des fois ils se disputent, donc tu as des clans qui se forment, c'est difficile. Moi, quand j'ai fait mes recherches sur le karaté, j'ai commencé par interviewer les plus hauts gradés de la région, tu vois. Et après, j'ai voulu en interviewer d'autres et on m'a dit non, mais tu as déjà interviewé celui-là et celui-là, moi je te parle pas. Ouais, ça m'est arrivé donc en fait, tu as des gens, ils sont stupidement dans des carcans, tu vois. Donc je suppose que tu as dû rencontrer ce genre de problème aussi. Oui, il y en a qui j'aimais bien. Ah, pour moi, il y a les anciens, c'est les plus gradés. Donc je me suis un peu basé sur tous les premiers tomes. Je voulais essayer d'avoir pour retracer l'historique des origines en France. Maître vietnamien, bon maintenant il n'y en a plus beaucoup, Wang Nam et Georges Demianoff, mais c'est leur ancien élève. Ça m'intéressait aussi. Et est-ce que tu as retrouvé des obscurs? Ce que j'appelle les obscurs, c'est des gens qui sont pas forcément très gradés ou très connus. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais, mais tu as vu, on a du mal, alors c'est là où je vais te demander ton avis, on a du mal à expliquer aux gens que c'est intéressant parfois. Pourtant, pour moi, c'est les meilleurs. Voilà, moi aussi. Moi, j'ai interviewé un gars qui venait des îles, qui venait des Dom-Tom, qui a un petit club de karaté là à Nice, qui était passionnant, qui a un doctorat en philosophie, qui était passionnant, qui comprenait très bien le karaté, c'est les relations sociales du karaté et tout. Et j'ai mis ce gars-là dans mon bouquin pour montrer que le karaté, c'est pas juste des profs, tu vois, de la Côte d'Azur, et que c'est des profs qui viennent d'ailleurs ajouter de la culture et tout. Et on m'a dit, mais pourquoi t'as mis ce gars-là? C'est pour ça que j'ai adoré le travail de Jean-Charles Juster. Voilà. Parce qu'il y avait des maîtres totalement inconnus. Inconnus, Et moi, je trouve ça génial, et en plus avec des photos, et on voit leur niveau. Quelqu'un qui est un peu, qui a une expertise dedans, on voit tout de suite le niveau. Tout à fait, Et donc, tu avais déjà la connaissance des bouquins de Jean-Charles Juster quand tu as commencé? Oui, moi j'achetais. Ils sont derrière toi.
Oui, pour moi, en karaté, il a fait exploser les connaissances. Bon, après, comme toi, c'est génial aussi ce que tu as fait, le travail sur la Côte d'Azur. Ouais, bah, moi, je me suis contenté de ma région. Ouais, tu vois, ils sont là, les bouquins violets. Tu les as tous. Je les ai. Bon, enfin, je me suis contenté de ma région parce que c'était mon sujet de master à la base. Et là, en doctorat, je repars avec les mêmes pour le judo, mais bon, bref. Mais je voulais à la base faire un livre sur le karaté en France, mais manque de bol, quand j'ai commencé mes recherches, 3 mois après, il y a Guy Sauvin qui a sorti son excellent bouquin là, sur l'histoire du karaté en France. Donc j'ai dit, bon, je vais me contenter de la Côte d'Azur. Ok, tu fais des interviews, tu fais un peu comme moi, c'est-à-dire tu vas à la rencontre des gens, tu les rencontres. Alors, est-ce que tu as des formulaires, des questionnaires? Comment tu t'organises quand tu fais une interview? Non, j'adapte à chaque maître. T'adaptes à chaque maître. Des fois même je change les questions. D'accord. Est-ce que tu as des questions qui changent jamais ou comment tu... Oui, je commence toujours. Explique-moi un peu ta méthodologie. La première, c'est toujours quel a été votre premier professeur, en quelle année vous avez débuté. Ok. Et après, tu le lances et tu réponds à ce qu'il te dit ou comment tu fais? Ouais. En gros, après, c'est quel a été vos premiers styles d'apprentissage. Donc, tu as quand même un questionnaire que tu adaptes à chaque, mais qui reste formalisé un peu. Oui, à peu près. Comme il y a toujours une question sur le MMA aussi. Ça m'intéressait d'avoir leur point de vue, justement pour l'évolution. D'accord. Tu as fait un peu comme moi. Et est-ce que tu as lu des bouquins de méthodologie sur comment faire des interviews ou pas du tout? Non. Après, c'est assez instinctif, c'est pas difficile à faire. Oui. Et niveau matériel, tu utilises quoi? Caméra, micro? Non, j'ai acheté un petit micro. Ouais, un dictaphone. J'enregistre tout en double. Avec mon téléphone. Oui, parce que ça m'est arrivé des fois que ça. Heureusement que j'avais le deuxième parce que. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Ça plante. Est-ce que après tu utilises un logiciel de retranscription ou tu retapes tout toi-même à la main? Je retape tout à la main. Oui, donc ça doit te prendre un temps. Ça me prend énormément de temps. Ouais, je sais moi aussi. Là, par contre, j'ai rencontré Grégory Cross hier, qui est un ami, qui est un expert aussi en Yichuan et en style Hu, du Hu Hao du Tai Chi, avec les maîtres Gyo Guzi et d'autres maîtres du style Hu, et qui avait appris à Aix-en-Provence avec le coréen maître John. Et lui, il a retranscrit. Là, il m'a demandé les questions pour maître John. Il lui a posé. Il les a retranscrits. Moi, ça c'est. Je lui dis un grand merci. Je citerai son nom parce que c'est lui qui a fait une interview. Mais... Ah, donc ça peut t'arriver. Ouais, c'est la première fois que ça t'arrive. Ouais, c'est la seule fois. Ouais. Mais c'est lui qui m'a proposé parce que c'était loin. Ouais, parce que c'est ça le problème qu'on a aussi, c'est de pouvoir se déplacer pour rencontrer les gens. Sinon, je les ai fait en visio comme Charles Lowe qui était à Tahiti, qui était un ancien de l'équipe de France de Wushu. Il a développé plein de styles, même de Qigong dur. Il m'intéressait. C'est un personnage. Il grimpe aux arbres. Il fait du Qigong dur. Il est très gentil en plus. Et lui, il est à Tahiti. Donc là, c'était même pas la peine d'essayer d'y aller. C'est un problème de déplacement pour rencontrer les gens. Est-ce que quand tu rencontres les gens, tu consultes aussi leurs documents ou pas du tout? J'essaye quand même, pour avoir quelques informations. Avec les maîtres chinois, ça doit être très difficile. Les maîtres chinois français, des fois, je les connais un peu. Après, à l'étranger, j'en ai pas eu. Parce que j'ai pas interviewé ceux qui sont venus faire des stages. En fait, ça m'intéresse pas trop. Parce que s'ils sont pas restés, c'est pas mon travail. Ouais, donc tu as interviewé ceux qui vraiment sont restés des années dans un dojo ou dans une ville. Problème. Après, j'ai eu différents profils. Hein. Il y en a certains qui m'ont dit si tu veux l'interview, c'est maintenant ou jamais. Et ouais, souvent c'est en début de saison. D'ailleurs, là, vers septembre-octobre, les gens ils veulent se faire de la pub. Et là, ils sont un peu plus. J'étais au téléphone, mais c'était un que je voulais vraiment. Ouais. C'était Ilias Kaliminsos. D'accord. Mais je l'aime bien, mais bon, il dit j'ai pas trop le temps, c'est maintenant. Parce que moi je voulais prendre rendez-vous pour fixer. Ouais. J'ai enregistré direct. Ah, c'est compliqué des fois, c'est tout un parcours du combattant. Et il y en a à l'inverse, comme Jean-Luc Le Sieur, il m'a réenvoyé plein de documents, il m'a réécrit des passages. C'est du coup une considération fondamentale que les gens ne connaissent pas, dont ils n'ont pas connaissance, c'est que le livre, il est fait de points. Et ces points sont plus ou moins gros en fonction aussi de ce que nous, on a la possibilité d'aller chercher parfois. Ouais. Donc des fois, tu mets le focus sur un prof plus que sur un autre, mais c'est pas forcément qu'il est plus important, c'est qu'il t'a accordé plus de temps, il t'a envoyé des documents, etc. Donc c'est aussi en fonction de l'investissement des témoins que tu peux... Mais ça témoigne aussi de son caractère. C'est qu'il y en a qui parlent peu, mais qui sont efficaces aussi. Ouais. Et j'ai fait Harry Donino, pourtant on a discuté à part. Longtemps, il interview 20 minutes. Ouais. Retranscription 20 minutes. Mais c'est... Ouais, des fois, tu as des gens aussi où tu peux avoir un bon feeling sur ce qu'ils représentent en tant qu'artistes martiaux aussi. Ok, j'ai une dernière question sur la méthodologie. Donc, on a parlé de tes interviews, donc tu prévois un questionnaire à l'avance en fonction du gars. Tu te renseignes un peu sur le gars quand tu le connais pas trop? Un peu, mais des fois, je doute. Des fois, si j'ai trop de renseignements, ça te bloque? Ouais, des fois, j'ai envie d'en avoir un peu, mais pas trop. Parce que j'ai pas envie d'être trop... formaté en fonction de ce que les autres gentil t'ont dit, ou trop... Mettons, il y en a... Parce que moi, j'ai voulu savoir, parce qu'il y a beaucoup de maîtres chinois, c'était universitaire. Ouais. Ils viennent de l'université de Pékin ou Shanghai. Et je voulais savoir s'ils avaient fait du Sanshou.
du combat. Ouais. Et ça, c'est pas très... Quand c'est des très haut gradés, c'est difficile à poser cette question. On ne peut pas la poser comme ça. Et puis, moi, je ne peux pas savoir exactement, mais où il y en a qui m'ont même dit très honnêtement, historiquement, et ça m'a appris, c'est qu'il y a une période en Chine où la partie martiale était interdite. Il fallait la pratiquer un peu d'une façon cachée. Enfin, les grands tournois que tu as eu, mettons Sanchu en 1928, où il y avait énormément de blessés, après, tu ne trouves plus de référence sur ce type de tournoi. Explique-moi un peu les différentes fédérations d'arts martiaux chinois. En France, pour moi qui suis pas versé dedans, c'est très compliqué. Je sais qu'il y a des arts martiaux chinois à l'intérieur de la FFKDA. Tu veux l'historique ou tu veux Plutôt l'historique, ouais. Bah, ça a commencé avec Wang Nam. Wang Nam, ok. Il y a eu une première scission entre les experts vietnamiens en 72 ou 74. Ouais. C'est-à-dire il y a ceux qui étaient purement de style vietnamien et ceux plus de style chinois. D'accord. Donc après ça a cassé et ça fait une fédération plus chinois. Et après tu avais Jacques Chenal qui était élève de Wang Nam, même Dan Shorts qui a été élève de Wang Nam aussi. Ok. Et donc c'était quoi les noms des fédérations? Donne les noms à chaque fois. Ah, les anciennes fédérations, j'ai plus leurs noms en tête. Je les ai notés, mais après on peut dire, enfin moi quand j'ai commencé, il y a la FTTCG avec Anya Meo. C'est les acronymes de quoi? Fédération peut-être traditionnelle de Tai Chi Chuan. Ouais, Tai Chi Chuan. Et j'ai fait partie de cette fédération, mais bon, je vais te raconter parce que moi, mon prof était quand même disciple de la famille Yang, enfin même Yan Zhendu lui a appris l'épée, et Fu Zhongwen était trésor national, et il le représentait en combat. Et moi, quand je me suis présenté, j'étais pas dans la lignée des styles Yang qui étaient référencés, donc ils m'ont dégagé. Comme mon prof ils t'ont pas accepté à la fédé? Non, j'ai raté mes premières fois, je me suis présenté. Tu vois, parce qu'ils n'aimaient pas la façon dont le style était fait, c'était pas codifié. Et ça, c'est un des problèmes des fédérations. Et maintenant, je suis là à FWDA et j'essaye, mais j'étais dans toutes les fédérations. FWDA, c'est Fédération Wushu et discipline associée. C'est une fédération récente? Elle vient de la scission, à l'époque où il n'y avait qu'une fédération. Ils avaient réussi à tous se rassembler, c'était la FF Wushu. Mais ils ne sont pas entendus parce qu'entre l'interne et l'externe, ça a explosé. En quelle année qu'ils ont eu une scission? C'était en 2012 ou 2013. Donc c'est quand même récent, ouais. Parce que je sais qu'il y avait déjà des arts martiaux chinois. Ça a duré que 1 ou 2 ans, cette réunion. Et avant ça, avant, c'était divisé aussi, entre les fédérations de Kung Fu et les fédérations de Tai Chi. D'accord. Et il y avait aussi du Wushu à la FFKDA. Et en termes de nombre, en arts martiaux chinois en France, est-ce que tu donnerais une estimation? Tu sais combien il y a de pratiquants? J'ai vu à l'époque, je sais pas, 30 ou 40 000. 30 ou 40 000, donc c'est à peu près comme le taekwondo peut-être. Ouais. C'est à peu près équivalent au taekwondo, je pense. Après, il y a énormément qui sont hors fédération. Ouais. Ou à la fédération Sport pour tous. Ou à la FSGT, ou à la FFST, ouais. Oui, ils passent des CQP, ils passent tout. Hein, oui, bah, de toute façon, c'est des associations de loi 1901, tu peux tout faire. Ok, donc au niveau fédéral, c'est très compliqué. Maintenant, toi-même, tu t'enseignes dans quelle fédération? Maintenant, je suis à la FWDA. Ok. Et tu as un rôle politique à la FWDA? Je suis président de la Ligue Île-de-France. Mais on est une petite fédération. Et avant, j'étais à la FAEMC et ils m'avaient embauché comme j'avais des résultats en Kyushu, pour les applications martiales du Tai Chi aussi. C'était l'époque de la FF Wushu en fait. Je représentais un peu, j'avais fait des stages pour montrer la partie martiale du Tai Chi. Ok. Sur 2 ans. Et après, j'aurais dit, je voudrais bien développer la partie martiale du Tai Chi. Et donc, c'est souvent des relations interpersonnelles, c'est-à-dire que si tu as des bons contacts avec les gens et qu'ils te laissent faire à peu près ce que tu veux en termes de développement, etc., tu peux essayer d'être actif dans une fédération. Après, moi, je suis bénévole, donc tout ça, c'est du travail en plus. Ouais. Tu as un travail dans la vie de tous les jours? Je suis prof. En fait, j'ai 2 clubs d'arts martiaux, un Tai Chi et Kung Fu Wushu, puis un autre dans la ville d'à côté. Il y a Houille et Maison Lafitte. Et l'autre est plutôt que vers le Tai Chi. Ok, ouais. Ouais, c'est juste à côté, ouais. Et là, cette année, je vais donner des cours aux classes de CM2 parce qu'il y a des nouvelles consignes ministérielles pour faire entrer des éducateurs sportifs dans les classes. Il y a eu un appel d'offres et j'ai été sélectionné, donc je vais donner des cours aux 17 classes de CM2 de ma ville. D'accord. Est-ce que tu voudrais rajouter des choses à propos de tes livres, à propos de... Non, après on découvre toujours. Moi, j'apprends plein de choses, même si je pratique pas, mais quand on voit bouger les personnes ou quand on discute, on peut apprendre plein de choses. Moi, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Tu fais encore des stages pour chercher de nouvelles méthodes ou faire venir de nouveaux j'ai fait venir des maîtres. En fait, j'ai gardé les relations, oui. Tous les maîtres que j'ai interviewés, j'ai fait un groupe WhatsApp et des fois,
1 ou 2 fois dans l'année, ceux qui veulent, on mange ensemble quand on peut. C'est vrai qu'il y en a qui sont... c'est bien, c'est une bonne idée, ça j'ai pas fait. C'est marrant. C'est ce que j'appelle le mot de la fin. S'il y a une idée qui t'est chère ou un conseil que tu aimerais donner à la prochaine génération de pratiquants, aux jeunes qui t'écouteront peut-être dans 20 ou 50 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire? C'est quand même essayer de respecter son professeur. Même si on peut apprendre avec d'autres, mais maintenant je vois beaucoup, ils font 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 style, 2 styles, 3 styles, peu de continuité. Je pense que s'ils veulent progresser, c'est vrai à la boxe anglaise, il suffit peut-être d'une année si on est doué avec une bonne condition physique pour avoir un haut niveau, mais les arts martiaux traditionnels, pour avoir un haut niveau, il faut des années. Puis il faut bien chercher son professeur, si ça va pas, il faut pas hésiter à changer aussi. Et qu'est-ce qui peut faire dire à un débutant que son professeur serait pas bon? Déjà, il faut savoir pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est pour le bien-être, l'énergétique, la santé, culturelle? Est-ce qu'il veut, s'il cherche le martial, il faut qu'il ait une efficacité, il faut qu'il le voit, il faut qu'il teste. Moi, il faut le tester en combat, soit lui, soit ses élèves. S'il est moins fort que soi, ça sert à quoi? Sauf si on veut apprendre des techniques. Où il y en a qui sont doués en pédagogie. Je vais me faire l'avocat du diable, mais il y en a qui diraient, bon, des fois ils sont vieux, ils sont plus efficaces du tout, des fois ils ont des bons conseils. Ouais, parce qu'ils ont de bons élèves, parce qu'ils donnent de bons conseils, ils savent entraîner. C'est comme Cus D'Amato, quand il a entraîné Mike Tyson, et il avait 90 ans, Cus D'Amato, bon, il était fini, mais il a bien formé Mike Tyson, tu vois. Ah oui, ils peuvent c'est sûr. Et il y en a qui sont anciens, après c'est difficile à savoir. Après, pour moi, il y a ces différentes typologies, il y a plus en énergétique, des fois plus au niveau culturel, ils connaissent beaucoup de théories. Et des fois plus en combat, en application martiale, en China. Des fois, il y a différents types de Est-ce que tu proposerais pas à un élève qui est nouveau de faire le tour des clubs et de voir ce qui lui convient? Si, au début, c'est bien de faire ça. Donc plutôt respecter le professeur, se concentrer sur la continuité pour progresser. Et puis après, observer tout le monde et avoir du respect avec tout le monde. Parce que je trouve que ça manque un peu dans les... Bizarrement, dans les arts martiaux, ça manque même beaucoup. C'est fou, c'est anti... On s'y attend pas. Moi aussi, ça m'a choqué quand j'ai commencé à faire des interviews. Je me suis rendu compte que, en fait, c'est un monde professionnel comme un autre. Même entre les styles, le style yang. Entre les styles. Ouais, parce que ça dépend pas des styles, ça dépend des gens. Entre ça dépend vraiment des gens. Des fois, dans le même style, même dans le même club, des fois, tu as des gens qui s'aiment pas ou qui se manquent de respect. Je pense que si on a une vision un peu trop mystifiée des arts martiaux, justement à cause des auteurs anciens dont on a parlé, et on a tendance à penser que parce que c'est des arts martiaux, ça échappe aux réalités sociales et culturelles. Et moi, je suis un peu dans la sociologie, ça ne se peut pas. On est tous humains, on est tous sur Terre, on est tous happés par les mêmes réalités. J'avais le mythe du grand maître Lao Tzu, le mythe Yushiba et tout ça. Moi, j'ai remarqué que la plupart de ceux qui ont une vraie philosophie intéressante, c'est ceux qui se prennent pas la tête. Qui sont simples. Exactement. Ceux qui se prennent vraiment pour des maîtres dignes d'une tradition millénaire, en général, c'est des charlatans. Ok, on a bien parlé, on a fait 1h30. Merci à toi. Merci à toi d'être venu.